Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre texto, animée par les étudiants du parcours Culture Média Édition, de la licence 3 en sciences de l'information et de la communication qui est encadrée par Judith Mayer. Nous avons le plaisir de recevoir Amaury Dacona. Bonjour. Bonjour. Pour cette 7e rencontre texto de l'année 2017-2018. Alors pour commencer, rappelons brièvement le parcours de notre invité. En cas d'imprécision, n'hésitez surtout pas à intervenir. Oui, dans un premier temps, il est photographe, diplômé de l'École supérieure nationale de la photographie d'Arles en 2000 et réalise sa première exposition personnelle lors du mois de la photo en novembre 2012. Il publie notamment HS, qui est accroché et diffusé, aux éditions Filigrane, qui est un journal de 18 photographies qui font écho à son récit Histoire souterraine. Il est journaliste, car c'est notamment au sein de la rédaction du Monde des livres qu'il devient critique littéraire et critique photographique. Voilà. Et au-delà de ses multiples facettes, Amaury Dacona se révèle également écrivain. Il publie Saccade aux éditions Yellow Now en 2009, Après tout aux éditions Le Caillou Bleu en 2012 et Incidence aux éditions Filigrane en 2015, qui font l'objet d'ouvrages, photographies et textes. Toujours en tant qu'écrivain, ces deux récits, Fond de l'œil en 2015 d'abord, puis Histoire souterraine en 2017, sont publiés par les éditions du Rouergue. C'est ce deuxième ouvrage d'ailleurs, Histoire souterraine, qui nous servira de fil conducteur aujourd'hui. Et nous allons maintenant le résumer rapidement, sans non plus en révéler la totalité, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le lire. Dans un récit autobiographique, Amaury Dacona mêle ses souvenirs personnels à ceux de faits divers anciens et contemporains. Entre des stations de métro parisiennes, un métro sicilien, l'auteur nous entraîne à la découverte d'histoires qui sont arrivées à des anonymes dans ces transports en commun. Mais pour ne pas trahir vos propos, nous vous invitons à lire l'extrait de la page 12-13. C'est le début du livre. Vous voulez que je lise 2 pages, le premier petit chapitre? Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à tourner la page avec le micro. Non, mais si, je suis quand même. Alors, c'est le début du récit qui commence comme ça. En entrant dans la rame du métro de la ligne 14, la porte se referme brutalement sur mon pied. Une partie de mon corps est dans le compartiment, l'autre sur le quai. Des voyageurs affolés viennent à mon secours en me tirant pour me faire entrer de force. J'ai l'impression d'être une bête de ferme, tandis que me revient au même moment un atroce fait divers relaté récemment dans le journal. Un type s'est d'abord fait coincer comme moi par la porte d'un métro. Il est tombé brutalement sur les rails avant de se faire traîner sur plus de 500 mètres, électrocuté et broyé par la machine. Sain et sauf, je m'assois en entendant derrière moi un homme raconter à une femme ce à quoi j'ai échappé. Corps déchiqueté, morcelé, que sais-je. L'homme parle tout bas. Il a sans doute peur que je l'entende. Les Français sont des gens gênés, et je n'ai jamais pu comprendre si ce sont des lâches ou des gens bêtement pudiques. En tout cas, ils ne veulent pas d'histoire. Après tout, j'ai échappé au pire. Et plutôt que de faire ces petites messes basses, ce couple pourrait prendre de mes nouvelles, venir me consoler, ou bien seulement m'écouter, mais rien ne se passe et rien ne m'étonne. Je préfère être attentif au sourire amusé d'une jeune femme très jolie, plutôt qu'aux sales petites histoires que se raconte ce couple. D'ailleurs, cet homme qui parle à sa femme n'a que faire de la mort. Et si je m'étais fait assassiner par le métro, il aurait sans doute tiré le signal d'alarme, puis pris ses jambes à son cou. Je devine que maintenant, sa seule et mesquine excitation consiste à être potentiellement témoin. Comméré, voilà le maître mot de cette communication souterraine. Je vais louper mon train et j'ai manqué ma mort. La jeune femme me regarde avec prudence. Je dois être rouge, rouge comme le petit vieux médisant, dont le visage est abîmé sans doute par du pinard. Je regarde ses mains serrées l'une contre l'autre, boudinées et grasses. Elles me font penser aux pinces d'un vieux crustacé sorti d'une mer vaseuse. Merci beaucoup pour ce premier extrait. Donc à présent, nos camarades vont se succéder pour vous interroger sur le récit sous les angles du souvenir, de son contenu, de sa production,
mais aussi de sa réception. Les questions porteront également sur la série HS et votre métier. Mais pour commencer, la première question. Comme le rappelle le résumé, votre récit est celui de vos pensées au cours d'un voyage en train. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi cette narration antéchronologique ? En fait, j'ai rien choisi du tout au départ, parce qu'il y a des livres qui s'écrivent, je pense, avec des projets, des programmes. Les miens, ceux que j'essaye de faire, se font au début dans une espèce de sentiment de liberté totale, mais ils sont souvent liés à des événements que j'ai pu vivre. Et on m'avait demandé un texte court pour une revue, et il m'était arrivé cette petite histoire, apparemment rien de grave, ridicule même. Ça arrive souvent de manquer de se faire... que les portes se referment soit dans le métro. Et puis, je suis parti de cette petite anecdote qui tout à coup, sans que je m'en rende compte immédiatement, était porteuse de plein d'autres événements, de plein d'autres images antérieures à ce petit accident. Donc, je me suis servi de ce que je raconte là, de cette histoire dans le métro, pour ensuite creuser et être porté par le mouvement de l'écriture, comme je suis dans l'histoire porté par le mouvement de la machine, c'est-à-dire le train, le métro et le train. Parce que dans l'histoire de ce livre, ça repose sur un... D'abord, il y a un voyage très concret, de Paris jusqu'à Cherbourg, et il y a des bifurcations par la mémoire qui permettent de relater d'autres choses. Mais la trame narrative du livre est un Paris-Cherbourg, en fait. D'accord. Du coup, toujours sur le contenu du récit, nous allons maintenant accueillir Charlotte. Bonjour Amaury Dacuna. Bonjour. Alors la première question porte sur un élément dont vous parlez à plusieurs reprises dans le roman. Donc vous revenez sur un accident survenu sur la ligne 6 avec l'histoire du jeune homme que vous nommez Antoine et qui s'est fait renverser par le métro, fait divers présenté comme un élément déclencheur de votre récit. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi avoir fait référence à cet accident alors qu'il ne s'agit pas du sujet essentiel de votre ouvrage ? C'est une bonne question. Souvent, vous êtes attiré par des choses qui sont porteuses d'autres choses. Cet accident-là, ça m'avait marqué, mais je pense que ça avait eu des résonances un peu inconscientes. Et à partir de cet accident, j'ai repensé à ce qui est l'objet de ce livre, à l'accident mortel, qui est l'objet de ce livre, qui n'est pas vraiment un accident, mais qui est la disparition de mon frère qui s'est tué lui-même en se jetant du haut d'une tour, au même âge que que ce jeune homme que j'appelle Antoine. Donc, quand vous vivez des choses trop violentes, c'est parfois extrêmement difficile de s'y confronter d'une manière immédiate, d'une manière directe. Donc on a besoin de passer par d'autres choses, vous voyez, pour pouvoir aborder un sujet aussi grave. Donc je me suis presque un peu servi d'une certaine manière de l'histoire de ce fait divers. Je m'en suis servi comme d'un matériau pour pouvoir ensuite ramener, de parler d'un fait divers dehors et quelle résonance il peut avoir avec quelque chose de privé, notamment cette histoire dramatique, tragique de la perte de mon frère. Et vous avez parlé de roman tout à l'heure, mais finalement, ce n'est pas un roman parce que tout ce qui est raconté est strictement est vrai. Après, il y a une construction littéraire, c'est l'objet de ce livre. C'est pas juste, sinon ça serait un journal intime. Mais il y a une pensée, je crois, dans la forme du livre, qui fonctionne par association d'images, par collage, par l'exploration un peu de tous les petits drames du quotidien et ramener aussi à ceux que l'on vit personnellement. Donc, votre question, c'était pourquoi je me suis servi de... Oui, ça a été un peu comme un catalyseur, cette histoire, ce fait divers. Ça a été un petit peu comme comme une sorte de prétexte. Et c'est vrai que dans l'histoire, je relate des choses plus anciennes sur des choses que j'avais jamais réussi à dire. Parce que il faut du recul pour parler de drame. Je pense qu'on le sait tous dans nos vies.
et qu'on ne peut pas en parler en direct, quoi. Souvent, le principe d'un drame, c'est que ça vous coupe de la possibilité de parler, et encore moins d'écrire. Donc, je ne savais absolument pas qu'en fait, derrière l'intérêt que j'avais, l'intérêt d'un badaud, quoi, comme tout le monde, les faits divers passionnent tout le monde pour des raisons parfois obscènes, parfois personnelles, mais je pense que l'intérêt qu'on porte à ces choses-là cache des choses qui sont plus enfouies, plus souterraines, et ce fait divers était porteur d'autres choses. Ça m'a permis je ne veux pas dire d'accoucher, parce que c'est, mais d'avoir accès à des choses qui étaient profondes et difficiles, et qui étaient difficiles à raconter. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est dans votre livre, donc, qui relate des éléments réels de votre vie, il y a pas mal de souvenirs d'enfance aussi, et je voulais savoir en fait si vous avez été amené à les romancer pour le bon déroulement du livre. C'est une très bonne question. En général, on vit avec une capacité de souvenir d'enfance très limitée. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et finalement, ce sont les mêmes espèces de souvenirs écrans. Finalement, toute une partie de notre histoire a totalement disparu. Et je trouve, pour ce qui est de l'enfance, je trouve ça terrible. Mais bizarrement, plus on s'éloigne de l'enfance, plus on croit pouvoir à nouveau avoir accès à des choses. Donc il y a quelques, effectivement, souvenirs d'enfance, mais peut-être que la mémoire nous fait sans doute fantasmer aussi. J'ai pas de preuves concrètes que ce que je raconte se soit réellement passé, mais je me suis servi de photographie d'enfance pour pouvoir en parler. Mais c'est très bizarre parce que vous regardez une photo de vous enfant et parfois ça ramène, sans cette photo, il n'y aurait pas des souvenirs qui vont avec. La photo aide à retrouver des choses un peu enfouies, ou à peut-être en inventer, je ne sais pas. Mais en tout cas, les souvenirs d'enfance que je raconte, on se fait peut-être un film intérieur, et il y a peut-être truffé d'erreurs, de projections a posteriori de ce qu'on était quand on était enfant. Mais il se joue néanmoins. Ce qui est important, c'est la perception qu'on a aujourd'hui de notre enfance, ce sentiment-là qui est réel plus que le souvenir. Et c'est ça qui est vrai, je crois, plutôt que les détails concrets d'un souvenir. Je pense que c'est vraiment le sentiment qui accompagne le souvenir qui est peut-être plus vrai que le souvenir lui-même. C'est peut-être ça que j'ai essayé, ou la sensation. C'est ça que j'ai essayé de faire et que je continue à faire quand je parle de l'enfance, qui me semble être un aspect très important pour moi de ce livre. L'enfance est très présente. Merci. Bonjour. Alors, à de multiples reprises, des photos sont effacées au cours du récit. Par exemple, celle de votre séjour à Syracuse, avec une femme qui a compté, ou celle de la tour à Singapour, où vous êtes revenu sur les traces de votre frère. Vous dites à propos des clichés faits en Italie, page 105, je cite, « J'ai pensé naïvement qu'en faisant disparaître ces photos, je neutraliserais les souvenirs. Le crétin que je suis s'est tout de même senti mieux. » Fin de citation. En ce qui concerne celle de Singapour, vous ajoutez, page 110, « Était-ce un vrai moment de recueillement? Après avoir fait ces images, je me souviens avoir tenté de jeter mon appareil photographique du haut de la tour. Quant à ces clichés jamais regardés, je les ai récemment effacés de la carte mémoire. » Fin de citation. Alors j'ai 3 questions. Quel rôle ont ces photos? Est-ce que prendre des photos permet de les effacer ensuite et donc d'effacer les souvenirs correspondants? Et enfin, est-ce un geste apaisant? C'est une très bonne question, c'est compliqué d'y répondre, mais la question est très, très, très intéressante. En plus, elle fait le lien avec la question précédente. Moi, je fais de la photographie, je suis photographe, mais je me méfie énormément des photos, ce qui explique un petit peu pourquoi j'ai envie de les effacer. C'est-à-dire que les photos qu'on fait, souvent, sont un petit peu des pansements de souvenirs. Je pense que les choses les plus profondes et les plus vraies que nous vivons ont une vie qui continue à s'étendre.
la photographie, par principe, c'est une espèce d'arrachement d'espace, de temps. C'est quelque chose qui simplifie parfois, qui bloque un peu la mémoire. À la fois, d'une certaine manière, ça peut ouvrir des portes dans la mémoire, mais souvent, ça simplifie les choses. Vous êtes face à une photo, le moment n'est plus, alors qu'un souvenir, quelque chose d'intérieur, c'est une respiration, ça continue à s'étendre dans votre mémoire, c'est riche. La photo, j'adore ça, mais je trouve que c'est souvent quelque chose qui est traître, qui dénature un peu ce que nous avons vécu par le fantasme, donc se sentir mieux en effaçant les images, ça c'est peut-être l'aspect un peu romanesque du livre, parce que les images faites à Singapour, pour vous dire la vérité, les photos que j'ai faites à Singapour, je ne les ai pas effacées en fait. Ah, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça me taraude, mais j'ai pas pu les effacer. Du coup, la photographie est beaucoup plus forte et a beaucoup plus de pouvoir sur moi que ce que je pense. Vous voyez, j'ai pas eu finalement comment dire, le courage, peut-être. C'est hyper violent d'effacer une image. C'est comme si vous coupiez un petit peu de vous-même. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne les ai pas regardées pendant de longues années, les images que j'ai faites là-bas, quoi. Et j'en ai ressorti certaines dans ce que vous avez affiché, qui sont des images que vous voyez, pardon. Là, il y a une image, vous voyez, d'une route entourée d'herbes. Voilà, celle-là, par exemple. Ça, c'est une photo que j'ai faite lorsque je suis reparti sur ces traces, ce que je raconte dans le livre, quelques mois après, en septembre 2009. Et je suis parti avec un appareil photo. C'est comme si le fait de faire des photos vous protégeait aussi un peu de la dureté de ce qui se passe. Ça m'a fait du bien tout simplement, on peut dire, de se réfugier derrière un appareil photo, de faire des images alors que vous êtes dans un état de tristesse et d'être totalement désemparé, et vous n'avez plus la capacité de vous représenter les choses. Le principe d'un choc, c'est que il n'y a plus d'image dans votre esprit, il n'y a plus de manière, il n'y a plus de mots, vous ne pouvez plus vous représenter les choses. Et néanmoins, j'ai réussi à faire ces images. Et cette photo-là, faite à Singapour, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais en tout cas, c'est celui qui voit, celui qui prend la photo est caché. Il y a cette vague route un peu coupée, juste un fragment de route. C'est peut-être l'état d'esprit dans lequel j'étais, un peu perdu, un peu caché. Et cette image raconte sans doute plus de choses que je le pense sur cette espèce de pèlerinage. Pour utiliser ce mot, sur les lieux des disparitions de mon frère. Je sais pas, j'avais besoin peut-être de me cacher. Donc finalement, les photos, je les ai pas toutes effacées. Et celles de Syracuse non plus, je crois. La preuve, parce que... Mais c'est ça, c'est toute la dimension un peu paradoxale du rapport aux photos. On les aime, on les déteste, mais en fait, elles sont plus fortes que nous. Il arrive qu'elles soient plus fortes que nous. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Bonjour. Alors, vous mentionnez de temps en temps votre arrière-arrière-grand-père dans votre livre, en référence à vos propres aventures. Quel regard vous portez sur cet héritage ? C'est vrai que c'est un homme que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort dans les années 50. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur une citation de cet Arthur d'Acunha, qui était un Brésilien, et qui est reparti, qui a fait ses études en France, et qui est reparti au Brésil en 1914, très courageux. Et c'était un homme qui s'intéressait beaucoup à la question de la modernité à Paris. Il a écrit de nombreux articles scientifiques, il était ingénieur, sur la métamorphose de Paris au moment de l'exposition universelle de 1900, et notamment aussi sur la question de la construction du métro. Et c'est ça qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il était par ailleurs aussi photographe. Donc vous voyez, j'ai retrouvé l'existence de cet homme, enfin les détails de son existence, que très récemment. Comme il a abandonné toute la famille en 1914,
il n'a pas laissé un très bon souvenir. Du coup, la mémoire de cet homme n'a pas été tellement transmise dans l'histoire de ma famille. Donc, par des recherches, comme c'était quelqu'un qui avait une personnalité forte et il avait laissé surtout des choses qui sont un peu dans le domaine public, des articles, des photographies, etc. Je me suis beaucoup intéressé à lui et à la question du métro. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas écrit des choses sur le métro ? Et cet homme, en 1904, je crois, en 1900, pardon, il est une des rares personnes à avoir été invité le jour de l'inauguration du métropolitain parisien. Et le livre s'ouvre par cette phrase qui fait écho, d'une certaine manière, à mon personnage apeuré dans le métro, ou moi-même me précipitant et en manquant de me faire malmener par le métro. J'aurais dû écouter mon ancêtre qui disait ça: une personne pressée de prendre son train et qui se précipite en nage dans cette atmosphère refroidie s'expose au plus grand danger. Donc c'était un texte qu'il a écrit il y a 118 ans, ce qui était plutôt amusant pour moi de retrouver ça et de recréer aussi un lien familial, parce que le livre questionne aussi la famille, la perte d'un frère, les retrouvailles d'un arrière-arrière-grand-père. Donc il continue à m'intéresser, cet homme, et il n'est pas improbable qu'un jour j'essaye de consacrer un livre sur les multiples activités qu'il a pu avoir. Donc merci beaucoup. Encore vous. Je vous embêterai plus. Quels effets l'écriture de ce livre a eu sur vous ? Ça m'a fait beaucoup de bien. Il a fallu beaucoup de temps comme je vous le disais tout à l'heure, pour se représenter les choses, se représenter cet événement, pour mettre des images sur quelque chose d'aussi difficile. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu parler d'un drame comme celui dont je vous ai parlé, en prenant aussi des précautions dans la manière de construire ce livre, par résonance, en me détournant parfois de la tragédie, pour montrer qu'elle est riche elle fait fonctionner l'esprit. On sort aussi progressivement du drame pour parler aussi d'autres choses. C'est quelque chose qui est central, mais qui produit aussi des résonances, des envies de vivre aussi, et que la mort est porteuse aussi de quelque chose, elle peut générer des énergies de création et d'imagination qui sont assez sidérantes. La mort n'est pas que la fin de quelque chose. Et grâce à dans l'écriture de ce livre, il y a aussi beaucoup de légèreté et de joie dans ce. J'espère que c'est perceptible. C'est difficile, ce livre, mais en même temps, il y a quelque chose de fluidité, de la joie de pouvoir aussi dépasser le drame. C'est par l'amitié, parce qu'il y a un personnage féminin qui m'aide à explorer ces zones d'ombre pour pouvoir peut-être mieux les dépasser. Et c'est aussi le but de ce livre, c'est d'essayer d'inventer une forme d'écriture qui soit recevable, et tout en étant aussi pour l'auteur, pour moi, un moyen de se sentir moins seul. La preuve, un livre génère des rencontres comme celle d'aujourd'hui, et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que c'est pas une douleur, vous la portez en vous-même et elle vous enferme dans quelque chose souvent douloureux, limité d'une certaine manière. Un livre donne une expansion et permet de donner à lire aux autres, de transmettre aux autres des choses intimes, et c'est aussi, ça aide à se sentir sans doute moins seul aussi. Donc ce livre est comme une dimension un peu thérapeutique, on peut le dire d'une manière assez honnête, oui, même si ce sont aujourd'hui pas des choses qui se disent beaucoup dans la littérature aujourd'hui, mais c'est que, enfin, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est un livre qui pense des plaies dans les deux sens du terme. Voilà. Bonjour.
Dans votre œuvre, vous rapprochez des termes oxymoriques comme jouissance et danger, ou encore merveille et catastrophe. Toujours en lien avec la question précédente, êtes-vous parvenu à trouver une réponse à votre questionnement concernant votre attirance pour, je cite, le bizarre et ce qui menace de sombrer? Non, c'est une bonne question. C'est pas facile, vos questions. Moi, j'ai pas de. Elles ont été très bien pensées. Oui, elles ont été bien pensées et bien écrites. Vous pouvez juste répéter? Pas de souci. Est-ce que vous êtes parvenu, donc, au terme de l'écriture de votre œuvre, à trouver la réponse pour laquelle vous êtes attiré par le bizarre et tout ce qui sombre de façon générale? La réponse, je ne sais pas, mais en tout cas, cette attirance, elle est toujours là. Parce que on a des vies tellement réglées, tellement normées, tellement cadrées que dans l'expérience qu'on a du quotidien, moi ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il y a des irrégularités, des anomalies, quelque chose qui échappe un peu à la répétition répétition de... On subit beaucoup de répétitions dans nos vies, et ce qui est intéressant, c'est quand il y a des ruptures, à la fois des ruptures violentes, des ruptures heureuses, qu'il y a quelque chose qui vous écarte de ce que vous pouvez penser du déroulé de votre vie. C'est ça qui est intéressant, c'est quand il y a des accidents, c'est pas forcément malheureux, c'est qu'à partir d'accidents, c'est porteur d'aventure, c'est porteur je sais pas comment expliquer ça. Ça vous permet de vous échapper. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui cloche, même d'une manière assez gracieuse. Dans les photos que je fais, j'aime beaucoup photographier des gens qui sont dans des situations parfois un peu inconfortables, dans des gestes pas forcément, oui, pour le corps pas très confortable, mais qui en même temps sont porteux d'une espèce de quelque chose d'une grâce. Et je trouve qu'il y a toujours quelque chose de touchant dans un mouvement ou dans une lumière qui est sur le point, vous voyez, de faire disparaître ce que vous êtes en train de regarder. Il y a quelque chose de très beau dans la fragilité de ce qu'on peut percevoir du monde. On n'arrête pas j'imagine, je trouve, de nous faire croire à la solidité de l'expérience du monde, alors que la fragilité est quelque chose qui est fondamental, et elle n'a pas bonne presse. Et c'est vrai que dans les vies de chacun, d'un point de vue même de la psychologie des gens, se sentir vulnérable, c'est souvent un signe un peu de faiblesse. Et je trouve que c'est terrible aujourd'hui que les gens pensent que oui, c'est ça, qu'être vulnérable, c'est être faible. Alors moi, j'aime effectivement tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité, de la cassure, de l'anomalie, de la bizarrerie, de quelque chose qui échappe un petit peu à ce qu'on pourrait dire de définitif sur ce que nous sommes en train de vivre. J'aime parce que ce sont des événements qui sont aussi porteurs de mystère. Et ça fait partie de la même famille. C'est des choses assez peu différentes quand je parle d'anomalie, d'ombre, de mystère. Mais c'est toute une catégorie de représentations qu'on se fait du monde qui sont pour moi absolument fondamentales. Hein, ce livre essaye de montrer que notre rapport au réel ne repose sur rien de sûr. Mais c'est pas grave. Au contraire, je pense que faut accepter de renouer avec cette dimension fragile et mystérieuse de l'existence. Quoi. Très bien. Dans un autre domaine, votre récit rapporte différentes histoires en relation avec le métro. Donc on se doute que ça a dû demander un travail de recherche assez conséquent. Donc on se demandait comment vous avez mené votre enquête pour écrire ce livre déjà, et même pour tout ce qui contient au sujet des différentes affaires que vous évoquez. Oui, des faits divers. J'avais, comme je le raconte un peu dans le livre, sauf que c'est la part un peu romancée du livre, j'avais quelques informateurs qui regardaient pour moi l'actualité et qui m'envoyaient des messages pour me dire: est-ce que tu as vu cette histoire incroyable et tragique de cette pauvre jeune fille qui a filmé, comme vous l'avez peut-être lu dans le livre, son suicide sur Périscope, et qui a d'abord, c'est ça que je trouve absolument sidérant et terrible,
qui a d'abord tenu en haleine tous les gens qui suivaient son fil, où elle raconte pendant 3-4 heures, c'est extrêmement long, qu'elle va faire quelque chose à 16h ou 16h30, de terrible. Et donc elle est là, vous la voyez à l'écran. Je pense que ça a malheureusement disparu, enfin malheureusement, c'est pas le mot, mais ça a disparu de YouTube parce que ça avait été ensuite rapatrié là pendant un moment. Donc on la voit qui lit ses commentaires et dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je peux pas vous dire, mais en tout cas ça va choquer. Et donc les gens, il y a des gars qui envoient des messages comme de drague, des gens qui sont inquiets. Enfin, c'est très étrange. Et elle a emmené avec elle tous ses followers, tous ses suiveurs, jusqu'à l'endroit de sa mort. Et au moment où elle se jette sur les rails, ça a très vite été censuré par les gens de Periscope, mais l'écran devient noir. Et donc elle a emmené tous les gens. C'est quelque chose qui m'a absolument sidéré. Et comment j'ai fait? Tout simplement, lorsque vous regardez attentivement l'actualité, vous vous rendez compte que par rapport à la question du métro, à la question du suicide, par exemple, c'est malheureusement, il n'y a pas une semaine qui se passe sans fait divers, sans drame. Donc finalement, c'est pas difficile de trouver les informations. Et comme je travaille pour un journal, j'étais bien placé pour regarder toutes les dépêches d'agences de presse, par exemple. Je voulais qu'en fait tout ce que je raconte au présent soit contemporain de l'écriture du livre. Vous voyez, par exemple, comme ça, ce livre a été écrit en 2 mois. Donc, ce qui se passe dans l'écriture du livre, c'est souvent, ça se passe d'ailleurs toujours au mois de, lorsque c'est au présent et le plus près de nous, ça se passe il y a plusieurs époques dans le livre, mais la question du présent, c'est celle de l'écriture du livre. Et donc, un drame qui se passe en mai 2016, l'autre qui se passe en avril de la même année, etc. Donc j'avais des informateurs aussi qui m'envoyaient des messages qui étaient au courant de ce que j'étais en train d'écrire. Et donc, il y a beaucoup de choses dont je ne me suis pas servi. Et puis après, lorsque vous racontez l'histoire de cette jeune fille et dans ce RER, ça faisait résonance évidemment aux faits divers du départ et de ma situation d'avoir été... il y avait un rapport entre la mort et le métro et le train qui était très, très... un peu obsédante et présente. Si bien qu'une journaliste stupide, qui avait mal lu le livre, raconte dans un article qui était paru dans Libération que mon frère s'était jeté sur les rails d'un train. Vous voyez? Donc comme elle avait projeté... donc je lui ai envoyé un message, et c'était très difficile, et elle était extrêmement gênée. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas lu mon livre? En fait, elle dit, si, je l'ai lu, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'en fait... J'ai fantasmé sa mort avec tout ce que vous racontez sur le train. Mais c'était douloureux parce que ça dénature la vérité du livre, la vérité de la mort, de cette mort. Et elle était évidemment, et j'imagine bien, extrêmement embarrassée. Et je ne me suis pas manqué de lui envoyer un message vraiment assassin, si je puis dire. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, à la lecture d'Histoire souterraine, nous pouvons remarquer que vous évoquiez différents auteurs, cinéastes, écrivains ou encore réalisateurs tels que Godard, Kafka ou Hitchcock. Quelles sont les œuvres artistiques qui ont influencé votre travail et de quelle manière l'ont-elles influencé? C'est une bonne question. Il y a un film central, il y a quelques échos de ce film dans le livre qui est Vertigo d'Hitchcock. Que j'ai revu pendant l'écriture, les films dont vous parlez, je les ai revus pendant toute l'écriture du livre, et notamment ce Vertigo. Et Vertigo, c'est un film qui raconte comment un homme vit après avoir été témoin de la mort d'un policier, de son collègue, qui se rattrape mal à une gouttière et qui tombe dans le vide. Donc, comme le vide, cette question de la chute, faisait écho à la mort de mon frère, c'était au départ très difficile de parler directement de ça. Du coup, je me suis servi d'images de films pour me représenter ce que ça pouvait être que tomber dans le vide. Vous voyez ? Et ça m'a aidé à me... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que ce livre fonctionne aussi par
d'appropriation d'images qui ne sont pas les miennes, comme des images de films, pour combler ce que moi je n'ai pas pu voir. Vous voyez, je me suis servi d'images de substitution d'une certaine manière. Et la fiction, le cinéma de fiction, comme les films d'Hitchcock, et comme dans aussi, quelqu'un m'avait fait remarquer, je n'avais pas du tout fait le lien, l'image de couverture du livre, en fait, elle fait écho à un passage du livre de la Sicile, d'ailleurs, de cette histoire d'amoureuse qui se termine en Sicile. Elle est présente, cette histoire, parce que c'est aussi la question de la mort d'un lien. C'est pour ça que ça m'a intéressé de raconter cette histoire. Et la couverture de ce livre, quelqu'un m'a dit, mais ça me fait penser à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Et en fait, j'avais pas du tout fait le lien. Et ce film est présent, je crois. Oui, j'en parle de ce film, pardon. Donc ces images de films m'ont aidé, ont eu cette fonction sans doute là de mettre des images là à des endroits obscurs que je n'ai pas pu voir. Bonjour. Du coup, par rapport à la réception, on se demandait, quand on fait un texte aussi personnel, comment on vit la promotion et les interviews après? Déjà, l'avoir écrit, ça permet de se mettre un peu à distance. C'est se rapprocher d'un fait, d'une histoire, et c'est aussi la mettre à distance, c'est la rendre publique. Donc ça, quand on écrit une histoire pareille, on pense déjà aux autres. On essaye, écrire, c'est aussi savoir se mettre soi-même, être le premier lecteur de ce qu'on écrit. C'est penser à l'autre, penser à la réception de l'autre, pour que ça puisse... pour qu'on ne se dise pas, tiens, mais en fait, je lis le journal intime d'un type que je ne connais pas. Donc ça, déjà, ça permet déjà de prendre de la distance, prendre de la hauteur, et ensuite, au moment où vous commencez à en parler publiquement, comme ici, au départ, c'est très difficile parce que le sujet est un peu violent, et puis les gens sont parfois... ont du mal à poser des questions, ils se sentent un peu embarrassés, et c'est assez éprouvant, mais vous vous dites, en fait, il y a une trame existentielle, mais il y a aussi une forme, et c'est cette forme-là qui permet de considérer ça comme un objet un peu extérieur à soi. Vous voyez, comme quand vous dessinez, vous mettez à distance quelque chose, vous représentez les choses. Donc déjà, ça aide à ne pas être trop atteint par le contenu psychologique du livre. Et puis après coup, lorsque vous en parlez, vous avez l'impression un peu étrange de parler de quelque chose qui ne vous appartient plus aussi. C'est aussi ça qui fait du bien dans l'écriture d'un livre, c'est qu'une fois qu'il est terminé, voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui tous les soirs relisent leurs livres, sans doute, si, mais en tout cas, c'est fini. Et du coup, c'est mis à distance, c'est posé sur une table, et on passe à autre chose. Mais parfois, c'est quand même difficile. Ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Mais oui, parce que vos questions sont... Ça dépend aussi de la qualité des questions. Aussi. Quand les questions sont fines, et ça permet de parler un peu... justement, je ne sais pas si ce que je dis est juste, mais ça permet de parler, en tout cas sereinement, de quelque chose comme ça. Merci. Alors maintenant, on va passer avec Léa sur le lien entre le récit et la série HS. Non, en fait, j'allais continuer un peu sur le ressenti des lecteurs. Parce que c'est un peu personnel, mais je sais que quand j'ai été petite, j'ai eu un certain traumatisme en entendant des histoires de métro, d'accidents de métro, alors que j'ai jamais rien vu, mais juste en entendant, ça m'a marqué. Du coup, j'appréhendais beaucoup de lire votre livre. Mais en même temps, il y avait ce côté de curiosité, et j'avais vraiment envie de voir quels mots vous aviez choisi pour parler de ça.
Et finalement, j'ai trouvé ça très apaisant, enfin très, très poétique. Et du coup, voilà mon ressenti. Et je me demandais si... Oui. Non, mais c'est juste ce que vous dites, ça me fait plaisir parce que c'est... Moi, en tant que spectateur et lecteur, on se rend compte parfois qu'on lit des choses on va au cinéma pour regarder des choses qui sont très difficiles. Et pour moi, ça ne fonctionne que si ça aide à se sentir mieux. C'est pas parce qu'on va montrer des choses violentes que ça va susciter de la violence chez le lecteur. Et le fait qu'un livre puisse, malgré son sujet et la noirceur de son sujet, faire du bien, ça prouve que ça a fonctionné. Par quoi? Peut-être par l'écriture, peut-être par le style, peut-être par la forme. Quand vous regardez des films de Bergman que j'adore, par exemple, c'est terrifiant ce qui se passe dans ces films. Et en sortant de ce film, vous vous sentez bien parce que finalement, peut-être parce que quelqu'un d'autre a réussi à dire ce que des souffrances que vous ne réussissez pas à formuler, peut-être. C'est peut-être ça qui fait du bien. C'est très énigmatique de savoir pourquoi, malgré un sujet difficile, ça peut faire du bien. Et tant mieux si ça a été le cas pour ce livre. Mais du coup, je me demandais, lorsque vous écriviez, est-ce que vous pensez au ressenti de vos lecteurs? Et est-ce que connaître le retour, c'est important pour vous? Évidemment, c'est très important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se place tout le temps, on dit déjà je ne vais pas essayer d'ennuyer les gens, comme là j'espère que je ne vous ennuie pas, mais c'est plus difficile de se mettre à la place de l'autre là, quand vous écrivez, vous avez quand même, il y a plusieurs temps d'écriture, vous revenez plusieurs fois parfois sur le même passage, donc vous avez le temps de vous mettre un peu à distance du texte, et quand vous vous mettez à distance du texte, tantôt vous êtes vous-même, et tantôt vous essayez de vous mettre à la place de l'autre. Et j'essaye d'écrire des livres que j'aimerais, beaucoup de gens disent ça, mais c'est vrai, que j'aimerais lire. Donc c'est ça, de se mettre dans la position du lecteur, de ne pas être barbant, d'essayer de se dire, tiens, là je viens de raconter quelque chose d'un peu dur, comment essayer de contrebalancer, de jouer sur des contrastes de tonalité dans la fabrication du texte. En même temps, tout est extrêmement intuitif. Ce livre s'est écrit, il s'est pas écrit tout seul, mais il s'est écrit d'une manière assez fluide sur un temps très très resserré, sur 1 mois et demi, 2 mois. Je sentais que, par superstition, pas par superstition, mais c'est comme je voulais donner au lecteur l'impression de fluidité, de continuité, malgré le fait que ça soit un peu fragmenté. Je me disais que ça ne pourra marcher que si je l'écris moi-même dans la continuité. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps, j'ai pris des vacances pour le faire. Et voilà, et avec l'idée que, comme c'est une forme courte, parce que j'aime bien les textes courts, et qui sont souvent plus compatibles avec notre manière de vivre aujourd'hui, par ailleurs, et je me dis que ça fonctionne si le lecteur a envie de lire en une seule fois. Voilà, la forme courte, elle tient aussi à ça. Donc penser au lecteur, c'est de se dire, tiens, est-ce que la personne va lire en une fois? Et beaucoup de gens l'ont lu en une seule fois, et donc c'était important pour moi d'avoir réussi ça. Donc c'est ça, se placer à la place du lecteur, c'est ne pas trop le bombarder d'informations. Voilà. Merci. Bonjour. Alors vous avez déjà répondu à ma question concernant la photo de couverture et ce qu'elle représentait, mais du coup je voudrais savoir pourquoi celle-ci et pas une autre, que vous nous expliquiez un peu votre choix. Après, quand vous faites un livre, il y a des collections de livres qui existent, comme celle-ci, c'est une collection, et donc il y a une charte un petit peu. Donc j'avais proposé plusieurs photos, je crois, je me souviens plus. Mais vous voyez, j'ai oublié les autres, et donc celle-là était porteuse de quelque chose qui me semblait important, mais que j'avais du mal à décrire. C'est tout l'intérêt de faire des images, c'est que si vous faites des photos, c'est que vous n'avez plus envie de passer par les mots. Mais pourtant, il y avait une évidence que cette image devait être l'image de la couverture, parce qu'elle résonne avec une partie du livre, parce qu'elle est aussi métaphorique. C'est pas qu'elle est métaphorique, c'est qu'à un moment, le personnage... pas le personnage, moi, mais en même temps on se transforme en personnage quand on écrit, ou en créature, je sais pas. Il est aussi souvent face à sa fenêtre à Paris, en regardant ce qui se passe. Donc cette image résonnait avec plusieurs endroits du livre aussi, et que par ailleurs,
le positionnement du photographe est celui d'un voyeur dans cette image, qui voit sans être revu, tout simplement. Et c'est aussi à l'image du regard tel qu'il s'exerce dans l'écriture du livre. Et puis aussi la dimension assez sombre de l'image. Moi, ce sont des lumières qui m'intéressent. Il y a plusieurs choses qui sont décrites dans le livre au moment où les apparences du monde vont sombrer un peu, soit dans la mort, soit dans la disparition, soit dans le sommeil. Et c'est essayer de capter quelque chose avant qu'il ne soit invisible. Et dans cette image prise à Palerme, l'obscurité allait à un moment forcément être plus plus enveloppante. Et cette femme pouvait tout à coup aussi éteindre la lumière dans sa cuisine ou dans son salon. Et j'aime bien ça, d'être juste avant la perte de visibilité. Et je pense que ça se retrouve dans les photos que je fais, mais aussi dans les textes, sans doute, que j'écris. Mais je ne fais pas de relation très précise, en tout cas théorique, entre ce que je photographie et ce que j'écris. Mais je pense qu'il y a quand même des liens. Et je ne suis pas toujours le mieux placé pour les faire, ces liens. En tout cas, merci. J'ai répondu à votre question. Donc, à plusieurs reprises dans votre livre, vous parlez de vos photos et ça nous donne très envie de les voir. Est-ce que vous avez pensé à un moment de illustrer votre livre avec ces photos et pourquoi ne pas avoir justement mêlé ces deux univers qui est celui de la photo et de l'écriture? C'est une bonne question. Quand j'ai terminé ce livre, je me suis posé la question des images. Et la première question que je me suis posée, c'était de faire peut-être, d'inclure dans le livre des images, mais pas les miennes. Comme il était question de photographie, pas les miennes. Il y a certaines images, je parle d'une photoreporter, je parle des images de films, je me suis dit, c'est intéressant peut-être d'inclure dans le livre des photographies qui ne seraient pas les miennes. Des plans des films Hitchcock, etc., etc. Et je me suis dit, bon, alors est-ce que c'est possible à la fin du bouquin ou au milieu du livre? Et puis l'éditeur c'était un peu trop tard parce que c'était pas le même objet. Un livre, c'est un coût. Si vous rajoutez des images, c'est plus cher parce que pour que ça soit bien reproduit, c'est pas le même papier que celui où est imprimé le texte, sur lequel est imprimé le texte, pardon. Et donc on s'est dit non. Donc le temps est un peu passé. Un livre, pour vous dire, ce livre la décision de publication a dû se faire, attendez, il est sorti en mars 2017, et je pense que le oui de l'éditeur est tombé en juin ou juillet 2017. Donc là, je me retrouve donc c'est allé assez vite, parfois c'est très long, parfois c'est rapide. Et donc en juillet, je me suis dit, bon, oh là là, il va falloir attendre mars, parce que si vous êtes impatient, excité, apeuré, quand vous faites... C'est un événement sorti. Il y a 10 livres ou 15 livres qui sortent en France par jour, mais même le vôtre, c'est important. Même si, je ne sais pas si ce sont des choses qui restent, mais en tout cas, vous y pensez. Donc là, vous vous retrouvez impatient comme un enfant en disant « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire jusqu'en mars ?» Après, vous avez un travail, etc. Vous occupez le temps comme vous voulez. Mais je me suis dit, mais c'est quand même bête de ne pas essayer de trouver un moyen de réfléchir à faire un truc avec des photos autour du livre. Et là, souvent, il faut parler aux gens. Je pense que c'est important. On ne peut pas tout faire tout seul. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais dans tous les moments, toutes les histoires que tu racontes dans ce livre, des histoires privées, tu as sûrement fait des images. Je dis oui, j'ai fait des photos à Singapour, j'ai fait des photos de mon frère disparu. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas, me dit-il, d'utiliser ces images pour en faire quelque chose, hein. Donc on a réfléchi à une forme qui est celle du journal, comme vous l'avez accroché. Donc c'est du papier journal. Le journal, ça s'est imposé pour deux raisons. C'est que d'une part, le journal, c'est moins cher que sur du papier que de faire un livre de photos à proprement parler.
Et que par ailleurs, le support du journal, c'est aussi par les journaux que j'apprenais les faits divers. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de réutiliser la même matière. Et donc on a commencé à choisir avec un ami des photos. Alors ce que vous voyez dans ces images, ce que vous voyez défiler, ont des relations intimes et concrètes avec ce qui se passe dans le livre, pour ce qui est des lieux ou des personnages. Mais la décision que j'ai prise consistait à ne pas dire qui est qui, quand c'est, etc. Donc que je vous dise qu'il y a des photos de fête à Singapour, que la femme en Sicile soit présente dans cette série de photos, qu'il y ait des choses faites à Paris, voilà, c'est essayer de montrer sans dire qui c'est. C'est comme si les photos allaient donner au texte une espèce d'écho un peu fantomatique qui questionne aussi le lecteur. Donc il n'y a pas de légende dans les photos, même si j'ai été, je crois, assez honnête dans leur relation intime avec le texte. Mais c'est pas révélé, vous voyez, parce que les noms sont donnés, mais je pense qu'il faut qu'il demeure quelque chose de l'ordre un peu de ce que je disais tout à l'heure, de quelque chose qui tienne de l'ombre, qui tienne du mystère, de l'étrangeté. Donc ces images apportent de l'étrangeté au texte tout en l'éclairant. Vous voyez, c'est à la fois, c'était ça qui m'intéressait. Et par ailleurs, le livre s'appelle Histoire souterraine, et le nom donné à ces quelques images rassemblées dans ce journal, ça s'appelle HS. Ça reprend évidemment les initiales du livre, et ça signifie aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, que j'aime le bizarre, le truc, c'est aussi quand on dit qu'on est HS, etc. Vous voyez. Et ce qui m'amusait, c'était de trouver ces deux lettres qui signifiaient beaucoup de choses, et pas seulement les initiales du livre. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, merci. Bonjour. Alors, moi, je me demandais, selon vous, et aussi pour vous, quelles sont les ressemblances et les différences entre les deux outils que sont la plume et l'appareil photo, notamment ce que ça vous apporte. C'est difficile. Dans ce que j'aime dans la photographie, c'est que vous avez un rapport au monde beaucoup plus sauvage que lorsque vous écrivez. Parce que les choses se passent très vite quand vous faites une image. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent de l'ordre de l'inconscient aussi, forcément. Vous maîtrisez infiniment moins ce que vous photographiez. Grâce à la photo, vous redonnez à la dimension un peu instinctive de notre être, qu'on a tous en nous, de sauvagerie, de rapidité, ce que la vie, d'une certaine manière, nous oblige souvent à mettre un peu en veilleuse. Donc il y a une grande joie en photo au départ de faire des images sans trop savoir ce qu'elles signifient. Vous avez un rapport un peu fragmenté au réel et quelque chose qui ne passe pas par les mots. Très très silencieux, très je sais pas comment expliquer ça. Un peu sauvage, ouais. Vous oubliez la culture que vous avez aussi, ce qui est impossible lorsque vous écrivez, parce que il y a, je sais pas, l'écriture, c'était il y a 5000 ans, je crois, que ça a été inventé, non? Je crois que c'est 5000 ans, l'invention de l'écriture. La photographie, c'est 1839. Donc vous imaginez, quand vous écrivez, le poids de l'héritage historique, de ce que ça représente, tout ce qui a été écrit. En photo, bon, aujourd'hui, c'est délirant, toutes les images qui sont faites. Mais c'est un territoire qui, pour moi, est un peu moins surchargé de mémoire culturelle. Et donc, on se sent parfois plus libre en photo, même si beaucoup d'images se ressemblent, tout le monde fait des photos, mais la photo, je ne sais pas comment dire, ça permet aussi parfois de renouer avec des émerveillements un peu enfantins aussi, qui passaient pas par les mots, qui étaient les visions qu'on avait lorsque qu'on était enfant, face à quelque chose qui nous saisissait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous photographiez sans... Quand je pars des photos, quand je pars faire des photographies, la plupart du temps, j'ai aucune idée de ce que je vais photographier. Et souvent,
j'ai un projet, je me dis tiens, je vais photographier ça, et puis je photographie pas du tout, je photographie quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et en regardant après coup les photos, par ailleurs, souvent ça résonne avec des souvenirs aussi. Il y a une dimension. On photographie pas n'importe quoi, je pense. Ça révèle beaucoup de choses de nous-mêmes, les photos que nous prenons, et il faut beaucoup de temps pour pouvoir le comprendre. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on passe par les mots. Et l'écriture, l'écriture est une manière aussi d'essayer de déchiffrer ce que les images, les énigmes des images, par exemple. Et les images, c'est de la photo, mais c'est aussi comme ce que je disais, c'est aussi un souvenir d'enfance. C'est essayer d'accorder aux photos qu'on prend la même attention que les images qui sont aussi en nous. Ouais, elles sont porteuses souvent d'histoire, et l'écriture permet de leur rendre une histoire aux images. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci. Merci. Bonjour, Monsieur Dacuna. Je suis curieuse de savoir ce qui vous attire lorsque vous prenez une photo, car j'ai cru comprendre dans votre livre que les catastrophes vous fascinent tout comme peut vous impressionner, avec cet effet de frayeur d'une tour gigantesque, comme celle que vous mentionnez dans votre livre, la Tour Super Italie ou Tour Monde, qui vous pousse à les immortaliser. Donc pour illustrer ma question, je vais lire un bref passage de votre livre, page 41. Lorsque soudainement votre amie Marina vous appelle, d'un appel qui tombe à pic, vous dites « En tant que photographe, qu'est-ce qui t'intéresse dans la catastrophe ?»« Je ne sais pas trop, vous dites. Peut-être l'idée de merveille ?»« Comment ça ?» dit-elle. « Une tornade. C'est aussi intensément beau que dévastateur, non ?» Je me demande donc si vous êtes sensible au concept esthétique du sublime, censé susciter des réactions fortes comme la crainte ou le respect. C'est riche et compliqué, votre question. Vous répétez la dernière partie de la question ? Bien sûr. S'il vous plaît. Du coup, je disais que je me demandais donc si vous étiez sensible au concept esthétique du sublime, parce que beaucoup de passages de votre livre m'ont fait écho en fait à ce concept, qui est censé susciter des réactions fortes comme la crainte ou le respect. Alors le sublime déjà, le sublime c'est compliqué parce que c'est... moi je m'intéresse surtout aux petits... Je pense qu'on peut avoir des émotions et des sensations absolument merveilleuses à partir de choses qui sont minuscules. Le sublime, c'est compliqué comme concept. Et puis par ailleurs, quand vous parlez de sublime, on sent que c'est la dimension de la grandeur. C'est notamment la fascination de quelque chose qui nous dépasse. C'est peut-être ça le sublime. Donc ça peut se jouer dans l'espace, face à une tour. Et cette tour dont je parle dans le livre, qui est à côté de chez moi, elle fait évidemment résonance avec la tour qui m'effrayait à Singapour. De là à dire que c'est un objet de frayeur, mais c'est pas un objet, qui me conduit pas du côté du sublime. C'est plus de respect. Alors vous parlez de respect aussi. Qu'est-ce que vous entendez par la crainte ou le respect? J'ai eu cette impression qu'à la fois la tour, comme d'autres peut-être éléments du livre, vous impressionnait et vous donnait peut-être cette impression de frayeur, mais que vous la respectiez. Je ne sais pas si le mot est adapté. Si. La respecter, c'est qu'elle est indéniable. Quand je rentre chez moi, c'est la première chose que je vois. Et que par ailleurs, pendant quelques temps, par rapport à la question de la tour, parce que j'étais effrayé, le mot est juste, parce que ça m'a ramené à ce saut dans le vide. Et j'avais bizarrement une espèce de vertige inversé. C'était en étant évidemment au pied de la tour, en regardant vers le haut, j'éprouvais du vertige. En général, le contraire, c'est lorsqu'on se trouve en haut et qu'on regarde vers le bas. Bon, là, c'était juste lever les yeux au ciel. Ça produisait un sentiment de vertige. Mais cette tour, à côté, d'une certaine manière, pour pouvoir reprendre le dessus sur le traumatisme, ça consistait à monter un jour tout en haut de cette tour, comme j'avais fait à Singapour, en grimpant tout en haut de cette tour. Et lorsque vous êtes en haut de cette tour, vous surplombez avec un sentiment
comment dire, je sais pas comment dire ça. Dans le film d'Hitchcock, il souffre dans Vertigo, il souffre de la peur du vide. Et c'est au moment, à la fin du film, lorsqu'il se retrouve tout en haut d'une église et qu'il surplombe le vide et qu'il maîtrise, il maîtrise enfin sa frayeur. Et tout à coup, lorsque je me suis retrouvé tout en haut de cette tour à côté de chez moi, en fait, en vrai, je crois que j'étais accompagné, mais dans le livre, je suis seul, je ne sais plus. Donc ça, oui, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont... Je me rends compte en vous parlant que il y a beaucoup de ressorts un peu romanesques, plus que j'imaginais. Mais je cherche un mot pour vous dire le sentiment que j'ai éprouvé quand j'étais en haut de cette tour. J'avais l'impression de pouvoir, le sublime, je ne sais pas, mais d'avoir un rapport de plus de contemplation possible. C'est tout simplement aussi prendre le dessus à la fois de manière métaphorique sur ces images cauchemardesques. Et c'est aussi prendre tout simplement aussi de la hauteur sur le monde, quoi. Et c'est sortir d'une histoire souterraine, c'est ça aussi, c'est essayer de sortir des souterrains pour pouvoir regarder le monde d'en haut, quoi. C'est un peu le but de ce livre, de dire s'il y a quelque chose à la clé de sublime. C'est pas forcément ça qui permet de se sentir heureux. Le sublime, c'est perturbant. Et finalement, ça se termine le livre se termine, je crois... oui, en fait, ça se retermine dans un souterrain parce que avec le personnage, pour échapper à la pluie, descend à nouveau dans un sous-marin. Mais il y a des expériences esthétiques dans ce livre qui tiennent peut-être de ce que vous dites, du sublime, et puis aussi la fascination de l'horreur. Je pense que c'est quelque chose ça s'entremêle peut-être. Mais le but de ce livre, c'est pouvoir réapprendre à vivre à hauteur d'homme, voilà, sans forcément se prendre pour... Voilà ce que je peux vous dire. C'est difficile votre question, j'ai pas très bien répondu. Mais je vous en prie. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette rencontre qui concerne votre métier, du coup, en tant que journaliste principalement et auteur. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, à chaque fait présenté, vous en précisez la temporalité. Est-ce en rapport avec votre métier de journaliste? Est-ce que ça vous semblait important de tout replacer dans son contexte précis? C'est très juste ce que vous dites. J'étais complètement obsédé par les dates et par la précision géographique et temporelle de ce que je relatais. Oui, je pense que ça doit être lié inconsciemment à la rigueur journalistique qui consiste face à une enquête ou quoi que ce soit, que l'article réponde à une exigence de où est-ce que ça se passe, quand ça se passe, etc. Mais sans doute, oui, vous avez raison, mais il y a une espèce de fausse enquête journalistique dans ce livre d'ailleurs. Mais c'est comme si j'empruntais parfois les codes du journalisme pour raconter autre chose. Mais cette obsession des dates, il y a des dates terribles qui vous marquent à jamais. Je pense que c'est peut-être aussi redonner de l'importance à des dates de choses anodines aussi, de marquer le coup aussi de choses qui ne sont pas aussi graves que le 3 juillet 2009. C'est peut-être aussi ça. C'est redonner de l'importance au temps qu'il fait. C'est comme si vous pointiez. Vous voyez. C'était important pour vous, on va dire, ce mélange du discours journalistique avec, comme vous l'avez expliqué, vous romancez aussi vos souvenirs d'enfance, vous romancez certains faits. Est-ce que ça a été difficile de trouver un certain équilibre ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Ouais, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement, oui. Sans me poser trop de questions sur... la question, c'était quoi? Avant de savoir si c'était naturel? Est-ce que ça vous tenait à cœur, on va dire, de placer un discours journalistique ou est-ce que... est-ce que ça a été, on va dire, naturel pour vous en tant que journaliste, une sorte de réflexe, ou est-ce que vous vous êtes dit, j'ai bien envie d'essayer de faire une sorte de
une hybridation des discours romancés et en même temps être précis dans ma manière d'écrire les dates, d'avoir de vrais faits divers. Oui, non, mais si, vous avez raison. C'est ces codes journalistiques qui permettent aussi de faciliter sans doute peut-être la lecture et de rendre plus objectif les choses que je relate. Parce que le journalisme, ça avant tout de raconter aussi des histoires. Merci. Bonjour. Donc maintenant, on va s'intéresser ici à votre métier de critique littéraire. Donc je voulais savoir si, selon vous, le fait d'être écrivain vous permet-il de faire des critiques littéraires beaucoup plus pertinentes? C'est une bonne question, très bonne question. Pendant longtemps, j'en ai fait quand même un certain nombre. Ça m'a permis d'explorer un peu, de réfléchir sur comment se fabriquent les livres, d'avoir un regard un peu intérieur, d'un peu d'espionner aussi les livres de mes contemporains. Mais lorsque vous commencez à écrire, pour vous, c'est-à-dire quand vous faites plus d'articles journalistiques, de critiques littéraires, c'est très difficile de le faire en même temps, c'est ça que je veux dire, de continuer la critique littéraire et en même temps d'écrire votre livre. Quand j'ai écrit ça, je n'écrivais que ça, je ne pouvais plus être contaminé un peu. J'avais l'impression que je serais un peu contaminé par la question de la critique littéraire. Mais la critique m'a permis de libérer un peu l'écriture, d'écrire plus facilement, parce que quand vous écrivez un article de presse, vous devez le rendre à une date prévue, etc. Donc ça vous oblige à être extrêmement efficace, de lire très attentivement un livre et de rendre le papier à l'heure prévue. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à pouvoir être plus efficace quand j'écrivais ensuite pour moi-même. Après, quand on fait de la critique littéraire, c'est pas la littérature. De toute manière, il faut pas jouer à l'écrivain quand on fait de la critique littéraire. C'est pas bon en général. Il faut rester journaliste. Journaliste, c'est très noble aussi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le journalisme, mais journaliste littéraire, quand c'est bien fait, ça peut être tout à fait passionnant. Donc, mais en ce moment, pour être honnête avec vous, que je suis sur d'autres projets d'écriture, du coup, j'ai l'impression que je perds mon temps à faire de la critique littéraire. Et puis, le fait d'en faire moins me permet, par ailleurs, de lire des livres sans devoir en parler. Et ça, c'est un grand soulagement aussi. Parce que finalement, quand vous lisez un livre qui vous plaît, vous avez parfois envie de garder pour vous. C'est la raison pour laquelle il vous a touché. Alors quand vous faites de la critique littéraire, vous êtes obligé d'expliquer pourquoi c'est intéressant, en mode ça sur un plan général, ce que vous faites quand vous êtes aussi à l'université. Mais c'est un grand... de lire d'une manière désintéressée et gratuite un livre sans devoir forcément en parler, c'est un grand soulagement. Mais je continue à en faire de temps en temps, des critiques littéraires, mais beaucoup moins qu'avant, pour préserver mon travail artistique. Juste, je voulais savoir une petite chose, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que pour vous, le poids des mots, il est très important. Et je voudrais savoir si dans vos critiques littéraires, si les mots choisis par les auteurs influencent votre avis sur ces œuvres. Ah, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que souvent on ne cite pas le texte dans les critiques littéraires qu'on lit. Les gens se contentent de raconter les histoires. Ils s'intéressent assez peu aux mots des écrivains. Moi, ce qui m'intéresse, souvent j'aime bien rencontrer les écrivains, quand vous écrivez des articles, ils sont parfois nourris de ce que les écrivains vous ont dit sur leur propre livre. Et pour moi, j'accorde effectivement énormément d'importance à ce que ces gens-là me disent, que j'intègre ensuite aux articles que je fais. Mais c'est très juste. Puis c'est très intéressant d'avoir les mots d'un écrivain qui ne sont pas les mots du livre, ce sont les mots de ce qu'il dit de son livre. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce qui justifie de les rencontrer. Mais parfois, les écrivains sont rarement les mieux placés pour parler de ce qu'ils font, et j'espère ne pas vous barber. Par exemple. Merci. Alors du coup, moi je vais vous parler de la sortie de votre prochain livre, donc en septembre, que vous avez annoncé sur votre compte Instagram, Basse Lumière. Pouvez-vous nous en donner un bref synopsis ?
Alors, en fait, c'est Basse Lumière, c'est un petit livre qui va sortir donc en septembre aux éditions Filigrane. C'est pas le même éditeur. Les éditions Filigrane, en général, ils publient les livres de photographie que je propose. Enfin, quand il veut, quand il peut le faire, l'éditeur. En septembre, je lui ai dit, on avait bu un peu de rosé, c'était encore l'été, et je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire un texte sur la photo, pour toi. Ah, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas, je voudrais faire un truc autour des images ratées, des images manquées, etc. Il me dit, ok, je le publierai. Il n'avait rien lu et moi, je n'avais rien écrit, forcément. Et donc, je me suis dit, tiens, je ne sais absolument pas ce que j'allais faire, mais je me suis dit, bon, je vais commencer à écrire des textes assez courts, où il sera question de très peu de choses moins graves que ce que j'ai fait dans ce livre en question, et de parler tout simplement, c'est pas simple, des images qui nous hantent depuis que nous sommes au monde, que ce soit des souvenirs, que ce soit des photographies, des fantasmes. Et dans ce livre, il y a une voix intérieure qui me pose des questions. On ne sait pas trop qui est ce personnage. Il pose des questions. Dans le livre, c'est écrit en italique pour les questions, pour bien différencier entre celui qui... Moi, je tente de répondre. C'est une espèce d'ami imaginaire ou de psychanalyste fantôme qui m'interroge sur ces images tenaces. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Et ça m'a permis aussi d'essayer de mettre des mots sur des hantises ou des fantasmes. Donc c'est un texte plus poétique, plus énigmatique. Et je suis très content de le faire bien là, prochainement. Et c'est un livre que j'ai écrit entre septembre et décembre. Et je suis parti sous les tropiques cet hiver pour le terminer. Et le livre, je ne pensais pas que le livre se terminerait là-bas. Et il est question d'une plage à la fin du livre, de quelqu'un qui va se baigner et qui dit à son commentateur, enfin ce espèce de questionneur, il lui dit, écoute, t'inquiète pas, je vais me baigner, je reviens dans 20 minutes. Voilà. Et la couverture du livre, ça sera une photo de ce que j'avais dans le dos de la plage, c'est-à-dire des arbres qui avaient été violentés par la tempête, l'ouragan Maria. Et comme il est beaucoup question des accidents, comme je vous disais tout à l'heure, des bizarreries, des drames, là c'était les conséquences de la tempête sur une plage. Pour la photographie, c'était très beau. Donc le livre parle de ça. Mais c'est très difficile d'en parler parce que ça vient d'être terminé. D'accord, merci beaucoup à vous en tout cas pour avoir répondu à nos questions. Vous avez peut-être un dernier extrait que vous souhaiterez lire peut-être, ouais. Pour conclure cette rencontre. Bien sûr, oui. Venez. Je pense pas qu'il se dépasse le micro. Ouais, bonjour Monsieur Dacunia. Bonjour. Je me levais pour pouvoir vous voir. Donc, comme vous l'avez dit, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer un écrivain. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on rencontre aussi un public. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Moi, je tenais à vous le dire personnellement parce qu'il m'a beaucoup parlé. Quand vous dites par exemple que vous avez sauté dans une piscine sans bouée, sans savoir nager, ça m'est arrivé aussi. Oui, c'est vrai. J'ai un grand cousin qui s'est suicidé, pareil que votre frère. Donc moi, ça m'arrive maintenant de compter les étages. Il s'est suicidé du 4e étage. Donc maintenant, moi, chaque fois que je passe devant un immeuble qui a 4 étages, je compte 2, 3, 4. Votre copine Marina, qui est comme moi, obsédée par les accidents d'avion. Il y a tant de choses, je voulais vous poser tant de questions, mais mes camarades l'ont fait à ma place, donc je vais vous en poser une. Qui est, en fait, c'est la fin de votre livre. Vous dites
le drame des autres ne seront jamais les miens. Alors pourquoi avoir raconté toutes ces histoires? Oui, attendez, je reprends juste je dis les drames des autres, je comprends que je suis déçu que les drames des autres ne soient pas les miens. Parce que c'est peut-être une manière aussi d'éclairer un peu le rapport un peu ambigu que j'ai à ce que les autres me racontent. En fait, pour vous pointer une phrase importante de ce livre, qui en dit long effectivement sur ce rapport un peu étrange, de curiosité un peu ambiguë qu'on peut avoir vis-à-vis du drame des autres. Et quand j'étais enfant, je me souviens que j'étais parfois jaloux, c'était très étrange, des drames des autres, parce que un drame permettait à ces enfants d'être consolés. Donc il y avait la contrepartie, j'étais surtout jaloux de la contrepartie des drames des autres, c'est qu'ils avaient le droit à plus d'attention, vous voyez. Donc ça, cette phrase, d'une certaine manière, elle résonne avec, je sais pas, une certaine forme de perversité enfantine peut-être, ou de bizarrerie de l'enfant. C'est un peu étrange, mais je pense que c'est naturel. J'étais pas jaloux du drame des autres en fait, mais envieux du lot de consolation, de tendresse qu'ils pouvaient avoir en retour des drames. Une toute dernière, est-ce que vous avez senti le besoin d'écrire ce livre, ou c'était pour faire le deuil de votre frère en fait? Est-ce que c'était un besoin personnel? Parce que la question qui revient souvent, qu'on demande souvent aux écrivains, c'est est-ce que vous avez senti le besoin d'écrire le livre ou... Oui. Ben, je pense que l'un n'allait pas, c'est peut-être une réponse facile que je vous fais, mais l'un n'allait pas sans l'autre. On fait jamais un deuil de toute manière, mais l'expression de travail de deuil m'agace. Mais si on l'applique à la littérature, c'est intéressant. C'est qu'un travail, c'est une matière. Il faut considérer ça. C'est ça qui permet de faire le travail du deuil par rapport à ce qui s'est passé. C'est de considérer ça comme un matériau un peu, vous voyez, de l'utiliser. Et c'est tout simplement mettre des mots aussi sur l'indicible. C'est ça aussi qui permet de commencer à se sentir soulagé, de pouvoir mettre des mots et les partager. Et c'est ça aussi, la question du partage, c'est une question éminemment littéraire et aussi humaine. Hein. Je pense que je pense que ce que vous dites est très juste, c'est que toute écriture qui m'intéresse moi, mais ça après il y a plein de rapports différents à l'écriture, c'est quand on ne sépare pas une aventure d'écriture d'une aventure humaine aussi. D'accord, merci. Merci. S'il y a d'autres personnes du public qui ont encore des questions, peut-être. Sinon, on peut passer à votre extrait. On peut lire la fin, je me disais, tiens, pendant qu'on y est. Le dernier chapitre, parce que j'ai lu le premier. Il y a pas pour ceux qui ne l'ont pas lu, de toute façon, il n'y a pas de scoop. Personne ne meurt à la fin. Parce que les gens meurent avant. Donc là, dans l'histoire, ça se termine donc à Cherbourg. Et donc je suis content d'arriver à Cherbourg, content d'avoir pu parler de tout des choses que j'ai racontées et d'en être un peu libéré. Donc j'arrive à Cherbourg. Le samedi, tout ça est vrai, les horaires. Cherbourg, samedi 30 janvier 2016 à 13h30. J'attends Marina sur le quai de la gare de Cherbourg. Sans pluie, sous la pluie, sans parapluie, ce qui ne me fait pas du tout rire. Contrairement à cette petite fille habillée tout en rouge, descendue du train en même temps que moi, qui, se précipitant dans les bras de son grand-père, lui déclare tout de go « Mais t'es là, papy, je pensais que t'étais mort. » L'homme rit, pas la grand-mère. Un peu plus loin, Marina me fait des signes. Retrouver une amie balaie d'un coup toutes les mauvaises pensées que j'ai pu avoir depuis ce matin. Je me dis que la vie peut être possible tant qu'elle ne va pas plus loin que ce que nous disons à quelqu'un que nous aimons en marchant. En parlant à mon ami en chair et en os, j'ai le sentiment de revenir enfin à la surface du monde.
Je lui demande si l'accrochage de ces photographies s'est bien passé. Elle me raconte que ces tirages de voitures incendiées sont tombés du mur pendant la nuit et qu'il a fallu ce matin, à quelques heures du vernissage, tout remettre en place. Maintenant, je crois que ça tient. Les spectateurs peuvent venir, me dit-elle. Nous avons du temps devant nous et pour la première fois depuis longtemps, cette liberté ne m'inquiète pas. Je ne vois pas pourquoi je ne deviendrai pas un homme tenté de goûter à toutes sortes de distractions. Je voudrais aussi retrouver l'enfant en moi qui vivait heureux dans un monde perpétuellement ouvert. Encore 3 heures à tuer avant l'exposition. Cette ville plate et mouillée devient vivable, car je suis en compagnie de Marina. J'oublie les morts, les sales histoires et les fantômes. Je comprends avec un mélange de soulagement et de déception que les drames des autres ne seront jamais les miens. Selon Marina, le musée du parapluie n'a strictement aucun intérêt. Quant au port de Cherbourg, il est plutôt moche. Elle m'explique cependant qu'au bout d'une digue, on peut visiter un extraordinaire sous-marin nucléaire, le Redoutable, tout près de l'endroit où le Titanic fit une escale à Cherbourg le 10 avril 1912, 4 jours avant de heurter son iceberg. Et tandis que la pluie devient de plus en plus forte et qu'un orage se déchaîne au-dessus de la ville, nous courons, comme des enfants, le long des quais pour nous réfugier dans le Redoutable. Merci beaucoup à vous. Et merci. Merci beaucoup pour vos questions et les questions de tout le monde. Et nous remercions aussi le service culturel de nous accueillir dans la chaufferie. Et pour ceux ou celles qui sont intéressés par l'œuvre d'Amaury Dacuna, vous pouvez l'acheter auprès de Madame Mayer et le faire dédicacer par la suite. Voilà. Merci beaucoup.